Bonjour à tous et bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Kira, accompagné comme toujours de Sid. Bonjour Sid, comment vas-tu ? Bonjour mon cher Kira, bonjour à toutes et à tous. C'est un peu comme une reprise en fait pour nous, puisqu'il y avait mes petites vacances au ski qui ont fait temporiser un petit peu le podcast. Mais est-ce que tu es requinqué ? Je suis requinqué, je suis très heureux d'enregistrer parce que la semaine de reprise a été très dure et bah c'est notre petite parenthèse à nous, quoi. C'est le petit moment où on est avec vous, on est bien avec nos auditeurs à papoter. Et aussi, Kira, apprendre le ski à 36 ans, c'est définitivement une mauvaise idée. Ouais. C'est très compliqué. Ah, il fut un temps, je skiais bien, mais ça fait, ce que je disais moi, ça fait des années. Donc, est-ce que je sais toujours skier ? Il faudrait que je reteste, peut-être l'année prochaine. Écoute, je te le souhaite en tout cas, parce que paysage magnifique, enfin la montagne, ça vous gagne, quoi. Donc, ouais, non, c'est très belle expérience, mais c'est pas évident. On se remet beaucoup en question sur les skis, donc c'est une petite leçon d'humilité. Non, franchement, c'était génial et ça permet de très bien couper. Et toi, du coup, qui n'a pas eu cette chance de couper, comment ça va ? Qu'est-ce que tu as fait de beau ? Écoute, moi j'ai une semaine de merde, hein, comme tu sais, un peu personnellement, donc c'était un peu compliqué, donc j'en ai profité pour jouer un petit peu quand même. Donc j'ai terminé Mortal Kombat 1 que j'ai beaucoup apprécié, d'ailleurs je vous prépare un test dessus. J'ai terminé également Sparking Zero, c'était ma semaine du versus fighting, donc j'en ai profité pour terminer ces deux jeux là, et je suis toujours sur Jurassic World Evolution en parallèle. Donc juste avant d'enregistrer là, parce qu'on enregistre le soir, et j'étais en train de justement faire mon petit parc à dinosaures. En tout cas, j'ai fini Squid Game saison 2, donc pareil, je prépare une chronique également dessus, et j'ai recommencé de zéro la série Star Trek Discovery, donc j'ai fait 2 saisons, donc j'avance pas mal. Très bien cette série, elle est très très cool. Ouais, en fait il y a des trucs que j'aime pas du tout, mais il y a des trucs que j'adore, mais bon, c'est, je sais pas, l'univers Star Trek chez moi, tu le sais, c'est un doudou, tu vois, donc j'aime bien me plonger dans cet univers, donc voilà, c'est plutôt en tout cas 2 jeux de combat d'affilée, t'avais envie de bagarre ou quoi, qui en ce moment? Et surtout qu'en plus c'est moi, tu sais que j'aime pas les jeux de combat de base. Le dernier jeu de combat que j'ai fait, ça remonte peut-être à 15-20 ans, et c'est vrai que j'ai craqué sur Mortal Kombat, et je me suis dit vas-y, t'as remis le pied à l'étrier, allez, on y va. Ouais, est-ce que ça cache quelque chose ? Non, en fait j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est pour le côté surtout cinématographique de la chose, c'est ce qui fait que j'ai vraiment accroché, mais ça on en parlera en temps voulu, bien entendu. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on a préparé de beau cette semaine ? Alors cette semaine, débrief du State of Play qui date d'hier pour nous, on enregistre juste après, donc c'est pratique, c'est frais dans notre tête. Ensuite, tu nous parles d'un autre doudou que tu as, un jeu adapté d'un film qui est très cher à ton cœur, c'est The Thing, donc remastered, qui est sorti il y a peu de temps, donc le jeu vidéo. Et enfin, une fois n'est pas coutume, je vais parler de jeux de société avec le jeu de duel Seigneur des Anneaux, donc un jeu à licence, et c'est ça qui va être intéressant d'explorer. En plus, ta licence Seigneur des Anneaux, donc pareil, licence de cœur, hein, donc forcément. J'avoue qu'on s'est fait plaisir là sur nos 2 chroniques. Ouais, c'était la journée du doudou. Comment on peut te faire plaisir avant de lancer le générique ? Alors, vous pouvez m'envoyer des chèques à mon adresse. Non, je plaisante. non. Pour me faire plaisir, les 5 étoiles. Surtout qu'on prend plus les chèques maintenant. Surtout qu'on prend plus. Pourquoi j'ai dit chèques ? J'ai même pas de chéquier en plus. Mais non, bien sûr, les 5 étoiles sur les applications de podcast. En ce moment, c'est l'avalanche de commentaires de 5 étoiles, de messages très gentils. On se les partage tout au long de la semaine avec Kira. Et c'est vrai que ça fait aussi du baume au cœur de se partager ça quand les semaines sont difficiles. Vos mots nous touchent. Donc les 5 étoiles, n'hésitez pas sur les applis de podcast, et aussi le formulaire sur le site web. Et enfin, nos réseaux sociaux, vous connaissez la rengaine habituelle. Mais en tout cas, merci évidemment pour Justement, je voudrais rebondir et faire un petit erratum par rapport à la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus trop, parce qu'on enregistrait des épisodes d'un coup, sur une news que j'avais fait sur Assassin's Creed Mirage, rapport à un DLC qui serait prévu. Donc, pour l'instant, rien d'officiel. C'est vrai que je n'en ai pas parlé, donc mea culpa là-dessus. Je n'ai pas assez creusé mes informations, donc voilà, on va dire, c'est plus des bruits de couloir, mais bon. Comme on dit souvent, il n'y a pas de fumée sans feu, mais en tout cas, voilà, c'était, je tenais à le dire, c'était suite à une remontée d'un auditeur. Écoute, c'est tout à ton honneur, Kira, et en effet, ça arrive, nous sommes que des amateurs, entre guillemets, et le pseudo, c'était Clétocène. Je sais pas si ça se dit comme ça, certainement pas, mais en tout cas, tu te reconnaîtras. Merci pour... Voilà. Merci en tout cas, il n'y a pas de souci quand c'est comme ça, surtout n'hésitez pas à commenter, bien entendu. Et pareil, j'ai appelé Gérard Hernandez, Patrick Hernandez, dans ma chronique de... Bon, ça c'est la honte, hein. Ça par contre c'est la honte. Voilà, donc voilà. Mais Gérard... Non, c'est Patrick Hernandez qui a chanté Born to be Alive, ok, je ne le savais pas.
Mika, je l'ai appelé Gérard, mais c'est Patrick, bien sûr, le Raymond de scène de coucou ménage. Mika, merci pour la remontée. Donc maintenant, on se fait corriger par nos auditeurs. Tu te rends compte qu'il n'y a rien ne va plus. Hein. Non, mais c'est bien, c'est important. C'est vrai que là, là, c'était un lapsus, je m'en suis aperçu après. Mais c'est vrai que c'est important quand même. Et puis bon, voilà, c'est important de dire les choses et de mettre les choses au clair, en tout cas. C'est vrai. On lance le générique et puis on attaque pour le débrief du State of Play d'hier. Donc le State of Play, comme on a l'habitude, hein, les prises de parole des grands constructeurs et des éditeurs quand on peut, on les traite. Et donc hier c'était PlayStation, donc State of Play PlayStation pour leur conférence mineure comme ils aiment le dire pour les State of Play, bien que... Encore, je pense que mineur, j'aurais dit encore plus bas, mais je crois pas qu'il y a plus bas. Surtout bien que l'autre c'est PlayStation Showcase et on n'en voit plus. Donc c'est vrai que ça reste en effet c'est la seule conférence pour l'instant. C'est en effet le rendez-vous incontournable si je puis dire de PlayStation, en tout cas le seul. Et la dernière prise de parole était en septembre de l'année dernière, je crois. Ils nous ont annoncé encore un State of Play qui arriverait au printemps, peut-être même 2 pour parler de Borderlands, donc on verra. Mais en tout cas, il y a toujours beaucoup de choses à dire dans les State of Play, il y a beaucoup de jeux comme dans les Nintendo Direct, donc nous on se contente de notre formule, à savoir on va dire les 3 annonces qu'on a préférées, se faire un petit top, des mentions si on en a, Kira, et après notre avis global sur la conférence. Donc je te laisse commencer par ton numéro 3, ton annonce ou en tout cas ta présentation qui t'a le plus titillé si je... Alors déjà pour commencer, je ne vais pas citer Metal Gear Delta. Pourquoi ? Alors même si c'est un jeu que j'attends énormément, parce que la bande-annonce est sortie une semaine à l'avance, que j'avais eu le temps de voir plusieurs fois. Voilà. Donc pour moi, ça m'a un peu gâché la surprise. Et même c'est vrai que si cette bande-annonce est très bien, elle ne fait pas partie de mon top. Elle est canon, ouais. En top 3, du coup, j'ai mis Hell is Us, le jeu qui a l'air plutôt cool. Bon, à part le personnage principal qui a une coiffure mais immonde, où on a l'impression qu'il a un animal mort sur la tête. Enfin, je sais pas. Monsieur les développeurs, mais c'est quoi ce problème avec ces coupes de cheveux là ? J'en ai vu 2 dans ce State of Play avec des coiffures improbables. Enfin voilà. Hormis ça, le jeu a l'air cool, mais surtout le jeu a l'air intriguant en tout cas. L'ambiance un peu post-apo comme ça me sied beaucoup. Et en fait, je suis surtout curieux. En tout cas, ça m'a intrigué. Bon, j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir sur Google la coupe de cheveux du héros. Ça Après, on va pas juger, hein. Si, chers auditeurs, vous avez la même coupe que lui, vous êtes certainement beaucoup plus beau que lui, il n'y a pas de débat, non. Mais c'est vrai que c'est particulier. C'est original, c'est original dans le jeu vidéo, mais quand je la vois arriver avec son casque, il enlève le casque, wow. Peut-être qu'on va s'en rappeler pour ça, hein. Non, j'espère qu'on s'en rappellera. Voilà, c'est ça. S'il y a un skin, je suis prêt à payer 10 balles pour changer la coupe de cheveux, je tiens à le dire. Par contre, là où je troll. Là où je te rejoins, c'est vrai que le jeu est intriguant. Moi, j'ai vu une sorte de Death Stranding-like dans l'ambiance, avec un peu de The Last of Us aussi, tu vois, pour le monde post-apo, et aussi certaines architectures m'ont fait penser à Fondation, tu sais, la série Apple TV+. Exactement. Avec un côté SF un peu sympa. On a la date de sortie 4 septembre 2025, donc c'est plutôt cool. Donc moi, il était dans mes mentions. Donc tu viens de me griller une mention, ce qui est bien, comme ça on passera moins de temps sur mes mentions. Après, les espèces d'ennemis un peu tout blanc, tout bizarre, ça m'a un peu fait penser à Control. Tu sais, sur le côté un peu malaisant de ces formes, en fait. Donc à vraiment à voir, j'étais très intrigué. Mon top 3. Alors moi j'avais noté ton top 3 d'ailleurs, Kira, j'aime bien faire cet exercice maintenant, et je l'avais pas noté celui-ci dans ton top, je te dirai après ce que j'avais noté pour toi. Ça marche. Et en tout cas mon 3 c'est Lost Souls Aside, si ça se dit comme ça, pareil, je ne sais pas, mais en tout cas bande-annonce très impressionnante, et c'est on voit le fruit d'une collaboration, en tout cas un projet qu'avait mené PlayStation avec des investissements dans d'autres bassins que le Japon en Asie. Donc on sait qu'il y a en Inde, on sait qu'il y a en Chine, et là c'est un projet justement China, donc China Project, c'est le programme de PlayStation, avec
Donc je dis pas ça parce que c'est la Chine, mais des très fortes inspirations quand même dans le jeu. Donc pas du plagiat, j'irai pas jusque là, mais ça fait penser beaucoup à Final Fantasy XV. Je sais pas si tu l'as vu, mais les épées, Bah c'est la deuxième coupe de cheveux improbable en fait. Ouais. Les cheveux courts avec la queue de cheval, enfin non en fait. Non, oui, ça m'a fait penser aussi à du Final Fantasy pour les côtés un peu visage poupon des personnages. Tu sais, les visages très lisses, très vraiment poupon en fait. Et moi je t'avoue, ça m'a Ouais, je comprends. C'est très typé en plus action RPG japonisant, enfin très 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 côté asiate. On n'est pas du tout dans une proposition occidentale comme on a l'habitude avec les RPG occidentaux. Donc là, c'est Ulti Zero Games, le studio. Enfin, moi, je trouve ça vraiment intriguant pour le dynamisme des combats qui me rappelle. Ouais, moi, j'aime bien ce côté frénétique, tu sais, en termes de gameplay. J'ai fait 4 crises d'épilepsie devant. Hein. Complètement justifié, je comprends. Mais j'aime bien ce côté un peu, justement, frénétique et tout. Ils promettent, comme c'est un jeu en plus porté par PlayStation, l'utilisation du SSD, la DualSense, et ça fait plaisir parce qu'elle est sous-exploitée, je trouve vraiment la manette. Ils ont annoncé les éditions en précommande, etc. Avec des skins d'ailleurs, peut-être qu'on pourrait changer sa coupe de cheveux, je me renseignerai pour toi. Oui, c'est important, vraiment, vraiment, vous faites un créateur de personnage, les gars. Mais en tout cas, voilà, très intriguant. L'univers semble aussi sympa et tout. Donc, science-fiction, fantasy, comme ils disent. Moi, j'aime bien ce côté, tu vois, monument antique et en même temps technologie. Donc, ouais, plutôt sympa. Moi, je suis très Alors, chaud. mon top 2, j'ai noté alors, je sais pas si ça se dit comme ça, c'est Minhai. Minzai, c'est le jeu d'un des cofondateurs, l'ancien producteur de Rockstar, qui travaille, donc c'est conjointement avec IO Interactive. Ça ressemble à une espèce de GTA cyberpunk, en fait, où on joue un personnage augmenté dans une ville qui est ultra connectée et surtout ultra surveillée. Et faut pas se leurrer, ça a l'air un poil générique dans la mise en scène et dans la DA en tout cas. Mais pourquoi je l'ai mis en top 2 en fait, tout simplement parce que reste le co-créateur de Red Dead Redemption, de GTA, les 3 GTA sur PlayStation 2, de GTA 4 et GTA 5, et il a quitté Rockstar justement pour ce projet, donc je me dis que c'est quand même peut-être quelque chose d'intéressant. C'est aussi une des seules bandes annonces où on a vu du gameplay aussi, donc ça c'est ce qui fait que je l'ai mis en numéro 2. Ouais, je l'avais mis dans ton top, tu vois, donc je suis content, j'en ai un, je coche. Donc moi c'est pas ma cam, mais c'est vrai que le côté GTA-like, futuriste et tout, ça fait quand même assez envie, surtout qu'on sait qu'il y a des mecs, voilà, ils sont carrés, ils ont bossé sur GTA 5 et tout, enfin tu as dit le pédigré, c'est très cool. IO Interactive conjointement a développé, IO Interactive a fait Hitman, qui est une de mes sagas de cœur également. C'est un studio que j'aime beaucoup, donc forcément quand j'ai vu ça, je suis ok quoi. Et ce qui est bien, été 2025. Donc tu vois, pareil, on est sur une sortie à court terme. Donc ouais, je comprends. Et quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai pensé à toi plus qu'à moi. Et c'est vrai que ça a l'air d'être une proposition intéressante. Et aussi une nouvelle IP. Pour l'instant, on a cité nos 3 jeux, c'est des nouvelles licences. Et ça, c'est plutôt cool. Exactement. Mon numéro 2... les noms ils sont durs ce soir, en plus on est le soir, donc moi c'est Tides of Annihilation, donc là c'est un véritable coup de cœur. Donc c'est mon top 1. Tiens, je te le vole. Ouais, vraiment énorme coup de cœur. Je vais pas trop en dire pour te laisser justement de quoi agrémenter, mais du beat'em all, c'est tout à fait ma cam, c'est ce que j'aime. C'est du Bayonetta mixé avec de la mythologie et tout. Enfin, ça fait mix. J'avais mis quand j'ai partagé la vidéo, mix Bayonetta Elden Ring dans ce qu'elle a proposé en termes de DA. Et la DA est superbe, les personnages sont superbes, le côté magique. Enfin, moi, ça a été un vrai coup de cœur. Et en fait, je l'ai pas vu venir du tout ce jeu. Et ça a été mon deuxième moment fort du State of Play. C'est vraiment un moment que j'ai apprécié. Alors pareil, j'ai trouvé ça incroyable, la DA est ouf, le côté mythologie arthurienne, un petit côté aussi post-apo, le côté justement revisité de cette Angleterre un petit peu défraîchie, on va dire, et c'est ce que je recherche dans les jeux vidéo actuellement, c'est des choses différentes en fait, et surtout j'ai cette envie de voyage, et là c'est ce que je retrouve justement sur ce jeu-là, et c'est ce qui fait que ce jeu-là j'ai autant kiffé en
en tout cas. En plus, tu le sais, hein, moi, la mythologie arthurienne, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et là, ce que j'en ai vu, en tout cas, m'a scotché, quoi. Vraiment, c'est une DA de folie. Complètement. Et il y a un petit billet sur le PlayStation Blog, d'ailleurs, où il parle vraiment de jeu. Le titre, je l'aimais parce que pareil, j'ai pensé à toi, c'est combattre aux côtés des chevaliers arthuriens spectraux et explorer une Londres dévastée. Donc c'est vraiment tout à fait ta cam, et moi aussi. Il y aura un mode coop en plus. Écoute, ce serait vraiment bien ce serait bien qu'on se le fasse tous les deux, tu vois, ça nous ferait une chronique peut-être commune. Carrément. Et un jeu sympa à faire ensemble. L'héroïne, c'est Gwendoline, elle invoque des chevaliers spectraux pour combattre avec elle et tout. Enfin vraiment, ça a l'air bien pensé, assez novateur, et comme toi Kira, ça titille. Je sais pas pourquoi je dis titille ce soir, mais ça titille. Ça titille sec. Et j'allais dire ton top 1, mais en fait, tu viens de le dire, je crois. Oui, donc c'est à moi. Alors, je vais moi-même temporiser mon top 1, parce que c'est un teaser, c'est pas une bande-annonce, il n'y a pas de gameplay, il n'y a rien, c'est une promesse. Donc, il faut la prendre telle qu'elle est, à savoir une promesse. On verra si c'est bien ou pas, en tout cas, ça s'appelle Saros, c'est le prochain jeu d'Housemarque, donc moi, un studio de cœur qui fête ses 30 ans d'ailleurs, un studio qui est rentré dans le giron de PlayStation, et qui est très connu pour Returnal, donc un jeu que j'aime beaucoup. Et là, encore une fois, on est sur un teaser qui en termes de DA fait très envie, parce que il y a un aspect, il y a un parti pris graphique intéressant avec des teintes très orangées. Je croyais que c'était Dune au début, je me suis dit tiens, un jeu Dune. Le perso a l'air bien badass et tout, et il y a une sorte de divinité qui s'élève devant lui avec une éclipse derrière, enfin quelque chose de très classe. Donc ça sort en 2026, c'est un teaser, on n'a rien vu à part 30 secondes de bande-annonce cinématique, mais en tout cas la promesse est belle, et moi j'espère que ce sera un jeu qui va en effet m'attirer, parce que j'adore le studio. Je suis totalement en phase, le teaser est super joli, l'ambiance a l'air cool, le personnage a une bonne gueule, il a l'air charismatique aussi. Je n'ai pas fait Returnal, donc je ne sais pas si ce jeu sera pareil ou quoi, donc c'est vraiment dans l'inconnu. Moi, seul regret, c'est la date, 2026, et ça va rejoindre un petit peu mon avis sur cette conférence. C'est présenté trop tôt, en fait. C'est plus ce que je recherche, mais en tout cas dans les conférences, c'est quand on présente des choses comme ça qui sortent dans un an et demi, c'est vraiment trop tôt. En fait. Je peux que te donner raison, parce que c'est souvent un argument que moi-même j'utilise. Avant qu'on passe justement sur notre avis, est-ce qu'il y a une petite mention, un truc que tu veux dire, un jeu qu'on n'aurait pas cité? Alors oui, moi j'ai 3 mentions. T'es gourmand. Le premier, c'est The Midnight Folk, la DA de fou. Bon, le gameplay a pas l'air ouf, mais la DA est vraiment incroyable. Je te l'avais mis en mention, donc tu vois, ouais. Très bien. Donc la DA a l'air vraiment incroyable, c'est totalement mon style, mais c'est vrai que le gameplay a pas l'air foufou. Onimusha, Ways of the World, qui a l'air plutôt intéressant, mais encore une fois sorti en 2026. Il y a un petit trait d'humour dans le teaser qui m'a plu. Tu sais, quand il fait une tronche et qu'il a derrière et j'ai trouvé ça sympa et assez rafraîchissant. Et alors là, attention, je crois que c'est peut-être la meilleure annonce de cet event. Le crossover entre Dave the Diver et Yakuza. Donc c'est Dave the Diver, Ichiban Holiday. Bah ouais, oui, je veux. Prenez mon argent. J'ai pensé à toi vraiment là-dessus, et aussi ils ont présenté la démo de Like a Dragon in Hawaii, et donc pareil, je pensais que tu la citerais. Mais en tout cas, pour ces deux trucs-là, j'ai grave pensé à toi, Dave the Diver et Like a Dragon. Bah en fait, pour Like a Dragon, pourquoi je ne l'ai pas mis? Tout simplement parce que Sega a fait un event de présentation sur Like a Dragon il y a 15 jours, 3 semaines, et t'avais déjà eu l'info, qui était très très intéressant, et j'avais déjà eu l'info en fait. Donc du coup, ils avaient déjà détaillé tout le jeu et le contenu de la démo, donc au final, je le savais déjà. Et j'avais juste noté un truc pour toi, pareil, tu l'as pas cité, alors peut-être que ça t'intéresse pas du tout, c'est Directive 8020, donc le nouveau jeu de Supermassive qui se passe dans l'espace, qui sort le 2 octobre, ça pareil, non? T'es pas chaud, ça te... Alors oui, ça je le ferai comme tous les jeux Supermassive Games, et surtout tous les Dark Pictures, parce que c'est le lancement de la saison 2, tout à fait. C'est totalement ma cam, mais encore une fois, je trouve que la bande-annonce avait rien à faire dans une présentation Sony, donc c'est pour ça que je l'ai pas cité. Et donc pour ma part, les mentions, donc Digimon, un nouveau RPG au tour par tour sur Digimon, j'adore la saga, la licence Digimon. Le Shinobi aussi en 2D, et big up à un de nos auditeurs qui m'a dit que c'était la meilleure conférence de sa vie parce qu'il a vu le retour de Shinobi. Oui, je sais. Non mais après
non mais t'as des. Non mais c'est vrai. Attends, Shinobi, le dernier Shinobi. Voilà, le gars est fan de ouf de Shinobi. Il voit, carrément qu'il se fasse bien plaisir. Ça sort le 29 août 2025. Donc moi, j'ai pas ce niveau de fanboyisme sur Shinobi, mais par contre, c'est vrai qu'il donne envie. La DA est cool et tout. Et enfin, Onimusha, pareil. Je voulais pas le mettre dans le top, c'est trop évident me concernant. Mais quand même, il y a le héros sera Miyamoto Musashi. Donc j'en ai déjà parlé dans ma chronique sur Onimusha, la série Netflix, parce que visiblement on va jouer le même héros. Donc il a pas la même gueule par contre. Mais dans la série Netflix, c'est déjà ce personnage qui est un personnage qui a vraiment existé au Japon. Donc il est plus vieux, peut-être dans la série Netflix, il a l'air plus vieux. C'est vrai qu'il a l'air plus vieux. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que j'ai pas l'impression d'avoir reconnu un vrai acteur, parce que c'est souvent une récurrence dans les jeux Onimusha que l'acteur principal soit un vrai acteur, comme Jean Reno. Bon, c'est l'exemple le plus typique, mais les autres l'étaient aussi. Et une petite déception pour Onimusha, c'est Onimusha 2, le remaster. Wow, franchement, ça a l'air d'être plus un portage à la Zob qu'un remaster. Ça a pas l'air très très beau, donc je le ferai évidemment. Mais oui, c'est déception. Alors c'est une version PS4 qui sort uniquement en démat. Ils l'ont pas labellisé. Voilà, franchement, ils abusent, hein, mais bon, là c'est Capcom, c'est pas de la faute de PlayStation, mais bon. Après, là-dessus, enfin, autant moi je peste sur certains remasters, j'en parlerai tout à l'heure encore, mais là, ça reste un ancien jeu et c'est cool, ça permet quand même de le jouer. Même si le jeu, ils sont pas vraiment foulés, ça permet pour de la le jouer préservation, dans de bonnes conditions. Voilà, ce qui n'était pas le cas avant, parce que c'est vrai que va te refaire Onimusha 2, faut ressortir ta PlayStation 2, si tu veux le brancher sur ta télé actuelle, ça va te piquer les yeux, donc faut mettre un adaptateur HDMI, enfin, c'est toujours un petit peu galère, et là au moins ça permet de le jouer dans des bonnes conditions. Évidemment, on n'a pas cité tous les jeux, il y en a trop, mais dis-nous, Kira, du coup, très en demi-teinte pour toi si j'ai bien compris. Dis-nous un peu ton ressenti sur la conf avant qu'on conclue. Alors moi j'ai trouvé ça nul, donc c'est pas en demi-teinte. En fait ce qui s'est passé c'est que je trouve que c'est une présentation très... En fait c'est ce que je déteste dans ce genre de présentation, c'est-à-dire c'est un enchaînement de teasers de 20 à 30 secondes, parfois avec des dates trop éloignées, donc 2026 pour certains gros jeux, donc c'est vraiment dommage. On n'a pas le temps de décanter, on n'a pas le temps de regarder les jeux, et surtout c'est la foire à la saucisse de l'éditeur tiers en fait. Et je trouve ça dommage dans le sens où c'est la première conf de l'année de Sony. Il y a Ghost of Yotei qui arrive bientôt. Bon, ok, ils veulent peut-être faire un event spécial dessus. Death Stranding aussi. Mais il y a ou Death Stranding, il n'y a pas de jeu PlayStation Studio et encore une fois, je préfère quand même le concept, on va dire, de Xbox Developer Direct, où on va avoir 4 jeux présentés pendant 30 ou 40 minutes, et ces 4 jeux en fait sont détaillés et ça permet vraiment de se donner un avis sur ces jeux-là. Après, c'est pas que des jeux Xbox. C'est pas que des jeux Xbox, je suis d'accord, mais au moins ça permet d'avoir l'accent sur 4 jeux qui vont arriver. Là, le problème, c'est que le trop, c'est l'ennemi du bien en fait. Il y en a beaucoup trop, parfois des propositions qui sont pas ouf, et je trouve ça dommage parce qu'il y a certains jeux qui auraient mérité un peu plus de temps parce qu'ils étaient plus intrigants tout simplement, et surtout des fois t'as certaines bandes annonces qui sont un peu balancées comme ça à l'arrache, et des fois quand tu vois des petits jeux indépendants entre deux gros jeux, tu te dis ouais, enfin t'as pas le temps de, on les a même pas cités, tu vois, il y a des jeux qu'on a oubliés, donc c'est vraiment noyé dans la masse, et j'aime pas du tout ce format de présentation en tout cas. Je comprends tout à fait, c'est un grief aussi que j'ai sur le format, donc je vais dire pareil ce que j'en ai pensé. Moi j'ai apprécié pour son contenu, il y a des IP qui m'ont vraiment fait plaisir, et il y a des points quand même que je trouve qui sont à saluer. C'est qu'on se plaint souvent, et à juste titre, des suites, des remasters ou que des blockbusters. Là on a eu quand même de la diversité avec de l'indé comme tu as dit, surtout des nouvelles IP, hein, on s'est tous les deux fait un top quasiment que avec des nouvelles IP, tout à fait. Et ça c'est quand même au crédit de la ligne éditoriale de la conférence. Place importante sur les petites productions, comme je disais. Ça pareil, je pense que c'est bien parce que l'avenir du jeu vidéo, à mon sens, il est plutôt sur les plus petites productions. Faut qu'on arrête avec les blockbusters, les AAA qui coûtent des millions et qui peuvent mettre des emplois vraiment en danger. Donc ça, j'aime bien. Aussi, j'ai trouvé très orienté Japon, et je l'avais dit aussi en plaisantant que c'est le Nintendo Direct, le State of Play le plus Nintendo Direct que j'ai vu. C'est vrai que ça ressemble de plus en plus à un Nintendo Direct, avec les mêmes faiblesses que tu as citées. Moi, j'ai mis qu'il y avait trop de jeux, que du coup, il y a des moments qui devenaient plats et creux.
Parce que forcément, tout s'embrique pas parfaitement quand il y a une telle diversité de jeux. Mais par contre, il y a quand même pas mal de jeux qui étaient assez courts en termes de date. Il y a du 2026, tu as raison, mais on a des jeux quand même, on sait un peu à quoi on va jouer. Et enfin, pour rebondir et donner tout à fait du crédit à ce que tu dis, là on sait, je pense qu'on est sur une année qui est acquise pour PlayStation, parce que Monster Hunter Wilds, ça a été l'ouverture du State of Play et c'est le flagship, c'est vraiment le jeu qui va faire vendre des consoles au Japon et en Asie. On sait qu'il y a GTA 6, ça va faire vendre des consoles à fond, et il y a 2 exclus, Ghost of Yotei et Death Stranding. Donc attention en effet à ce que PlayStation ne tombe pas dans cette espèce de paresse, parce que l'année est acquise à mon sens et ils vont faire une année record, j'en suis intimement convaincu. Mais tout de même, je garde mes arguments positifs de la diversité, tu vois, et aussi on a vu des développeurs, ça a été un reproche qu'on faisait souvent au State of Play. Là ils ont entrecoupé, c'est court, c'est pas suffisant, mais quand même on a vu, ouais voilà. Eh oh, j'ai développé le jeu, c'est cool. Non mais ça humanise quand même un petit peu la conférence, où moi le State of Play, j'ai toujours trouvé que c'était trop déshumanisant, et là est-ce qu'ils ont tenu compte? Enfin, je trouve, si tu veux, qu'il y a quand même, avec le changement de direction de PlayStation, un petit braquet qui est en train de changer sur des plus petites productions, quelque chose de plus rationnel, et quand même tourné vers l'Asie, le Japon, la Chine, etc. Alors ça, c'est cool le fait que ce soit tourné justement vers l'Asie. Le truc, moi, vraiment, qui m'embête, c'est, t'as très bien dit, c'est l'année de la PlayStation, c'est sûr, ils vont en vendre des palettes encore, mais c'est pas une raison pour oublier le consommateur, le joueur, qui attend d'avoir des choses pour avoir un petit peu de bonbons à manger en attendant, en fait. Et là, en l'occurrence, je trouve que pour une première prise de parole de l'année, c'est quand même super chiche, quoi. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, du moins, on n'a pas le temps vraiment de détailler certaines choses. Ça manque d'un gros One More Thing, par exemple, tu vois. Moi, je l'ai eu. C'est vraiment, je l'ai eu, le One More Thing, c'est de l'abattage. Non, je comprends. Je comprends tout à fait l'argument, et il est évidemment, en plus, après, il y a le niveau des sensibilités, Je te dis, le gars qui a vu Shinobi, pour lui c'est la conf de l'année, voilà, ça dépend un petit peu de tout à chacun. Moi j'ai eu quand même un véritable coup de cœur, je le dis, sur le jeu qu'on a eu tous les deux en top 1, enfin moi en top 2, Tides of Annihilation, et ça m'a vraiment fait plaisir. C'était vraiment un moment fort, tu vois, et je salue les nouvelles IP. On s'en plaint souvent, et là on a des nouvelles licences. Et le fameux remaster. Ah oui, j'ai oublié d'en parler, oui. Voilà, c'est... Ouais. Ouais. C'est bien ça, moi je trouve ça cool. Jeu qui avait été le jeu a été optimisé pour PlayStation 5, tu le trouves à 20 balles, là tu vas le payer 40 balles pour 4 pixels en plus, enfin 50 balles, c'est pas ça qui va attirer du monde en fait, surtout que le jeu a été donné à l'époque du PlayStation Plus, il est disponible sur le PlayStation Plus Extra jusqu'à la fin du mois d'ailleurs, parce qu'ils vont le retirer, c'est pas ça qui va faire découvrir le jeu à d'autres personnes en fait, au contraire, je pense que c'est davantage un frein, surtout que le jeu a acquis quand même une certaine communauté, et j'ai trouvé ça, là c'est vraiment du mercantile c'est étonnant, je suis pas du tout d'accord, parce qu'ils rajoutent beaucoup de choses quand même, et aussi ils ont pas fait trop les rats, c'est qu'on va avoir 10 €, à 10 €, tu sais, tu peux upgrader ta version, et ça c'est mieux en mieux. Ça peut être bien pour les gens qui ont une PlayStation 5 pour avoir une grosse mise à jour graphique, pourquoi pas, une PS5 Pro, pourquoi pas, mais là en l'état, moi le mode speedrun ça me suffit, je prends, c'est vraiment non. Je l'ai encore lancé, j'ai pris 4 screens que j'ai balancé sur Twitter hier ou avant-hier, je sais plus, mais le jeu est encore magnifique en fait, et donc je vois pas l'intérêt. Toi, on parlait d'Onimusha tout à l'heure, là il suffit de pas acheter, c'est ce que je vais faire, mais tu vois, on parlait d'Onimusha tout à l'heure, là c'est intéressant, même si c'est feignant, au moins ils sortent quelque chose qui permet de faire vivre un jeu. Là le jeu il vit déjà en fait. Et donc ils rajoutent, j'avais noté un mode hors d'assaut, survival arcade, permadeath, donc ça c'est pas mal en termes de... Après c'est vraiment pour la hardcore. De toute façon t'as raison, c'est un DLC de niche. D'ailleurs on peut appeler ça un DLC, je sais pas, mais en tout cas c'est une version plus de niche, parce que on parle de speedrun, de permadeath et de mode assaut, donc voilà, sachez-le, la recommandation de Kira est tout à fait valable. Ne prenez pas, je pense, ce pack à 10 € si vous êtes un joueur casu, il n'y a pas grand intérêt. Après, quelqu'un qui a une PS5 Pro, c'est vrai que s'il veut bénéficier de la meilleure, celui qui a jamais fait le jeu, meilleure partie graphique de la console, ou celui qui a jamais fait le jeu, mais après en soi on va voir à quoi il ressemble, mais je pense que de toute façon il y aura plus que celle-là, parce qu'ils vont retirer l'autre. C'est la version ultime du jeu. Et
peut-être que s'ils vont très bien, on aura le droit à un 2 et ça, ce serait pas mal. Bah, je pense que ça reste mal barré quand même, mais j'aimerais bien. Ouais, je pense comme toi. On a terminé le débrief. Est-ce que tu as d'autres petites choses que tu Je souhaites pense ajouter ? on n'a pas tout dit évidemment, mais on a déjà beaucoup dit. Ouais, et bah c'est à mon tour, donc je vais vous parler de The Thing, un remaster du coup, donc ça va être l'occasion de continuer ce débat, mais avant, bah bien sûr, je vous ai sélectionné le morceau d'Ennio Morricone du film The Thing de 82, parce qu'il est trop cool. Voilà. Le jeu vidéo The Thing a été développé par Computer Artwork et publié par Black Label Games en 2002, donc ça remonte quand même un certain temps. L'idée était de créer un jeu basé sur le film culte de John Carpenter et né de l'envie de prolonger aussi cet univers en prenant la suite directe de ce chef-d'œuvre. Le réalisateur du film, donc John Carpenter, a même approuvé le projet et a fait une apparition en tant que personnage dans le jeu. C'est en 2024 que Nidive Studio a entrepris de remasteriser le jeu pour le rendre plus actuel et notamment sur sa maniabilité. Donc je sais pas si tu te souviens, le jeu a été annoncé lors du Summer Gaming d'IGN, donc ce remaster a suscité une grande excitation parmi les fans du film et de Survival Horror, car le jeu jouit quand même d'une belle réputation. Nidive Studio est connu pour ses remasters de qualité et ils ont promis de rester fidèles à l'original tout en apportant quand même certaines améliorations. Pour ce qui est du remaster, donc il utilise le moteur Kex exclusif au studio, ça offre des graphismes améliorés avec une résolution pouvant atteindre les 4K 120 fps. Les environnements sont plus détaillés, les effets de lumière plus réalistes et les créatures plus détaillées également. Le gameplay conserve son mélange unique d'action en escouade et de survie horrifique avec des contrôles modernisés, et ça il en avait quand même vraiment besoin pour une expérience qui se veut plus fluide et plus intuitive. Ce remaster est disponible sur PC, PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4, Nintendo Switch également aussi. Et Xbox One. J'allais faire la vanne et la Switch alors, mais non, la vanne ne marche pas. Non, la Switch là également. Et le jeu est sorti uniquement en dématérialisé. Donc ça aussi, c'est un petit... Enfin, pour moi, ça m'embête un petit peu. C'est dommage. J'aurais aimé avoir la boîte pour l'avoir à côté de ma boîte Xbox. Gros défaut quand même, gros défaut. Ouais, c'est quand même un gros défaut. Alors, le jeu se déroule peu après les événements du film culte, donc de 82. Le joueur y incarne le capitaine F.G. Blake, membre d'une équipe de forces spéciales américaines envoyée en Antarctique pour enquêter sur la disparition de l'équipe de recherche de la base américaine. À leur arrivée, Blake et son équipe découvrent que la base a été infiltrée par une forme de vie extraterrestre capable d'imiter l'apparence et les caractéristiques de tout organisme vivant. Ça reprend vraiment le modèle du film The Thing et de sa préquelle. Bon, pour commencer déjà, ce qui va nous sauter aux yeux, c'est que le jeu quand même accuse le poids des années, car malgré des améliorations certaines, certaines mécaniques du jeu, certains aspects de conception quand même trahissent l'âge de celui-ci. Comme beaucoup de remasters... Tu me l'as un petit peu montré chez toi et j'avoue que c'était un peu retour vers le futur, quoi. J'ai fait du rétro gaming avec toi. Après, ils ont rendu tout ça lisse, mais c'est vrai que ça accuse un peu le poids des âges. Voilà. C'est lisse en 16/9, mais bon, tu sens même, tu vois, par exemple, tu vois une table, tu sais, dans les anciens jeux, on a toujours l'impression que les tables étaient plus grandes, un peu disproportionnées. Oui, c'est vrai, pas à l'échelle, ouais. Ouais, bah là, c'est le cas. T'arrives, tu dis, oh là là, c'est une sacrée table. Donc, ouais, forcément, là-dessus, ça va piquer un petit peu les yeux au début, c'est normal. Mais comme beaucoup de remasters aussi, certains bugs et problèmes techniques du jeu original sont encore présents. Oh non. Donc, on retrouve certains bugs, certaines petites coquilles qui reviennent, donc ça doit être dans le code du jeu, ça n'a pas été corrigé à l'époque en tout cas, et ça n'a pas été corrigé maintenant non plus. Le game design et les animations donc sont dans leur jus, sans parler des menus qui piquent salement la rétine. L'intelligence artificielle également des coéquipiers, bien qu'améliorée, a de très nombreuses limites, et par certains aspects rappelle que le jeu original a quand même plus de 20 ans. Mais que vaut le jeu si nous arrivons à faire abstraction de ces contraintes techniques ? Bonne question. Ouais, c'est une très bonne question et je vais y répondre tout de suite. Donc déjà, nous sommes sur une vraie suite qui fait beaucoup de clins d'œil à ce chef-d'œuvre. Le jeu réussit à capturer l'atmosphère oppressante et glaciale du film. Nous reconnaissons certains lieux et la gestion de la paranoïa et du froid fonctionne encore très bien. Le système de confiance et de peur est l'un des aspects les plus intéressants du jeu. Ils étaient très innovants à l'époque et avaient réussi à retranscrire, tu sais, ce climat de paranoïa en fait qu'on retrouve dans les deux films. De suspicion, toujours un peu latent et tout, même
partagé par le spectateur, c'est ça qui est cool. Ça me fait penser à Battlestar Galactica, tu sais, avec les Cylons et tout. Il y a toujours ce côté un peu latent et c'est très sympa. Ouais. Est-ce qu'il nous la met à l'envers ou pas? Est-ce que c'est un extraterrestre ou pas? C'est exactement ça en fait. Et surtout, ils ont réussi à faire de cette feature, on va dire, quelque chose de ludique et de cohérent. Certains membres de l'équipe peuvent devenir suspicieux et se retourner contre nous, s'ils perdent confiance. Et la confiance est un élément clé du jeu. Si un compagnon est suspecté d'être la chose, cela peut aussi entraîner des tensions et des conflits internes entre les PNJ. Certains PNJ, donc s'il s'avère que c'est vraiment la chose, peuvent se transformer et nous attaquer. Là, c'est d'un coup, ils vont se transformer en créatures hostiles. Donc t'es surpris, quoi. Voilà, ils peuvent changer de forme. Cette transformation est souvent brutale et rapide, et ça met aussi en danger non seulement nous en tant que joueurs, mais également les PNJ de l'équipe en fait. Car une fois transformée, la créature attaquera les autres membres, et là-dessus, il va falloir essayer de le cramer comme on peut, quoi. Donc il est important de réagir rapidement pour éliminer cette menace avant qu'elle ne cause trop de dégâts, car si par malheur on devait lui donner une arme, là ça peut vraiment être la cata. Mais pour identifier pour identifier si un compagnon est infecté, il est possible d'utiliser des tests sanguins, donc comme dans le film également. C'est une mécanique qui est vraiment inspirée des 2 films, donc de Carpenter et de la préquelle, mais là il fait partie intégrante du gameplay. Donc on va arriver à côté du personnage, on va faire un petit test auprès de lui, et s'il s'avère que le compagnon est infecté, il va falloir se dépêcher de le buter, car sinon il va grossir d'un coup. Là il va devenir beaucoup plus fort en fait, et si on agit assez rapidement, ça va augmenter, tu sais, la confiance de ses alliés en fait. Comme au contraire, si on gère pas, ça va augmenter leur suspicion, ils vont voir qu'on est nul en fait, et donc ils peuvent aussi se retourner contre nous ou refuser de suivre les ordres aussi, ce qui peut être un petit peu emmerdant. Un peu. Donc il y a aussi une gestion de ressources, donc les armes, la planification est quand même assez stratégique et ça devient crucial. Et il faut s'assurer que l'équipe soit bien équipée, donc qu'elle soit prête à faire face à d'éventuelles attaques de la créature. Donc il faut donner les bons items aux bonnes personnes. Cette mécanique ajoute une couche de tension et de suspense en plus. Ça marche très bien car chaque interaction avec les coéquipiers devient potentiellement dangereuse. Il faut constamment être sur ses gardes. Un compagnon qui disparaît et qui revient subitement peut potentiellement être la chose en fait. Ça c'est vraiment un élément fort du film qui est repris dans le jeu, du coup ça fait partie de l'ADN de The Thing. Exactement, ça fait partie de l'ADN de The Thing, et surtout ils l'ont rendu ludique pour que ce soit, parce qu'en fait c'est un jeu où on est toujours accompagné mais on flippe tout le temps en fait. Ils sont adaptés au métier, contrairement à certains jeux, parce qu'à la base quand on pense à Survival Horror on pense à Solo, la peur, le noir, et là c'est le fait d'être avec eux des fois qui se dit oula, s'il y en a un qui pète un câble, ça peut être chaud, tu vois. Donc les coéquipiers peuvent paniquer, ils peuvent agir de manière aussi irrationnelle, ce qui peut aussi compliquer les missions, et certaines décisions s'avèrent difficiles, comme sacrifier un membre de l'équipe suspecté d'être infecté pour protéger le reste du groupe. Certains ont des attitudes louches et peuvent également nous accuser, donc faut bien vérifier aussi régulièrement l'état de santé et surtout le moral de l'équipe, car ils peuvent péter un câble à tout moment. Donc quand c'est comme ça, il faut essayer de leur donner des petits stimulants qui permet de les apaiser, tu vois. Enfin, c'est pas un stimulant, c'est plus un calmant du coup. Oui, plutôt. c'est ouais, il est énervé, vas-y, je le stimule. Mais non, il est encore plus énervé. Enfin non, c'est pas dans ce sens-là. Donc, les effets de lumière et les ombres contribuent à l'atmosphère oppressante du jeu. La gestion du feu est également un facteur important. Et là-dessus, la remasterisation est très propre. On a vraiment le feu qui peut se propager. Si je peux vous donner un petit tips, gardez le lance-flamme pour vous et à vos potes, vous leur filez les mitraillettes. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour se faire la chose en tout cas. La musique est minimaliste, c'est assez subtil, c'est souvent utilisé pour accentuer les moments de tension et de suspense, comme dans tout ce genre de jeu en tout cas. Elle s'inspire fortement de la bande originale du film de Ennio Morricone, tout en ajoutant des éléments plus modernes. Donc ça, on va dire ça fait le café sans être transcendant, quoi. Okay. Le jeu peut être assez difficile, surtout sur la gestion de l'équipe et les ressources. Ça peut être complexe au début car la courbe d'apprentissage est un poil raide, mais il n'y a rien d'insurmontable. Les contrôles ont bien été améliorés car à l'époque on n'utilisait que le stick gauche pour les mouvements du personnage et le stick droit servait à zoomer avec la caméra sur les 4 coins de l'écran entre guillemets, mais on pouvait pas tourner son personnage. Maintenant on utilise les 2 sticks comme dans tous les jeux modernes, avec la gâchette gauche pour pouvoir on va dire viser et la gâchette droite pour pouvoir tirer. On peut tourner la caméra normalement, ça reste un poil rigide mais c'est vraiment très très jouable en tout cas.
Avant de conclure, les plus et les moins. Donc j'ai noté le sound design dans les plus, qui marche encore très très bien, la gestion de la paranoïa, c'est une suite au film, donc forcément quand on est fan, ça, c'est bien. Un vrai kiff. Ouais, le gameplay qui a été modernisé, donc même si le personnage est un peu raide et un balai dans le cul, ça n'empêche que ça reste très très jouable. J'ai essayé de remettre ma version Xbox Fat pour comparer, ouais. Et vraiment ça n'a rien à voir. Voilà, si vous devez faire une version, faites celle-ci en tout cas. La durée de vie dure à peu près 10 heures. Je trouve que c'est largement suffisant parce que c'est vraiment 10 heures où on est sous tension en tout cas. En termes de moins, donc j'ai noté techniquement dépassé, forcément, il y a encore quelques bugs, l'intelligence artificielle est pas ouf, et il est à 30 € plein pot, ce que je trouve un peu cher, donc si vous pouvez l'avoir aux alentours de 20 €, ça me paraît être très bien également en tout cas. Pour conclure, The Thing est un jeu qui a su capturer l'essence du chef-d'œuvre de John Carpenter, tout en apportant des mécaniques de jeu innovantes. Malgré quelques défauts techniques et une difficulté parfois frustrante, il reste très bon pour les fans de survival horror et du film original. Donc je le recommande, comme je le disais tout à l'heure, lors d'une promotion. Je le recommande également à tous les fans de survival horror ou aux fans de The Thing, ouais. Bien sûr. Vous n'êtes pas obligé d'avoir vu le film pour comprendre tout ce qui se passe, mais ça reste quand même mieux. Donc c'est un jeu que j'attendais. Je suis pas déçu, j'aurais aimé forcément plus un remake, on va dire, qu'un remaster, mais ça permet de pouvoir continuer à jouer, de préserver des jeux comme ça qui sortent depuis 2002 quand même, hein, donc ça commence à faire long. Et c'est vrai que c'est un jeu que j'ai gardé moi à l'époque dans ma version boîte, et quand je vois que je suis obligé de ressortir ma Xbox Fat à chaque fois pour pouvoir le lancer, là c'est quand même beaucoup plus appréciable, et c'est pour ce genre de proposition en fait que j'apprécie les remasters. Je suis plus tolérant, du coup c'est ce qu'on disait avec Onimusha 2, c'est plus un simple portage. Là ils ont fait des ajustements essentiellement en termes de maniabilité, mais ça reste cool en tout cas parce que pour moi ça reste du patrimoine. Et est-ce que dans ce jeu il y a une certaine rejouabilité quand même, ou dans chaque partie qu'on refait la chose est toujours le même personnage qui va te surprendre tout le temps au même endroit? Est-ce que c'est scripté ou pas? Les personnages changent là-dessus, c'est intéressant, et surtout, alors j'ai pas réussi à finir le jeu sans faire mourir des membres de mon équipe, mais normalement c'est possible en tout cas, donc il y a possibilité de rejouer au jeu, essayer de tous les sauver en fait. C'est bien, donc voilà, c'est carrément bien. C'est ça, tout à fait, donc on va avoir certains personnages scriptés où c'est forcément la chose, tu vois, mais globalement les PNJ qui t'accompagnent, eux, à tout moment ça peut l'être, ou pire, ils peuvent tous devenir la chose, et toi tu te retrouves tout seul comme un galérien quoi. Très intéressant, ok. Ainsi se termine mon test de The Thing, donc disponible actuellement dans toutes les bonnes crèmeries. Et toi, tu vas nous parler d'un jeu de société. Tout à fait, mais juste avant, Kira, je vais me corriger parce que j'ai dit une grosse bêtise tout à l'heure et j'ai vérifié entre-temps. Tu sais, sur Onimusha, je disais qu'il n'y avait pas de trait d'acteur. En fait, c'est faux. Je suis allé vérifier quand même parce que ça me semblait bizarre. Et l'acteur en plus, c'est Toshiro Mifune, donc le même qui a prêté son visage pour la série Netflix. C'est pour ça que tu vois, ça m'avait cogité un petit peu. Ah oui. Acteur très connu, très populaire au Japon, il a fait Rashomon, acteur principal de Rashomon, de Chien enragé, Les 7 samouraïs, etc. Enfin, c'est un monument du cinéma japonais, et ce sera lui qui prêtera ses traits. Malheureusement, il est décédé, mais post-mortem, il prête ses traits au héros du prochain Onimusha. Donc, si jamais... C'est ce qui s'était passé pour le 2 d'ailleurs. Je crois que l'acteur était décédé dans les années 70. Je crois aussi, tout à fait. Ouais. Et donc, si jamais vous nous envoyez des messages pour me corriger, c'est que vous n'êtes pas allé jusqu'à cet endroit du podcast. Donc honte à vous, tu vois, on s'est corrigé, c'est bien. Et donc tu disais, oui, parler de jeux de société, donc c'est le jeu de société Duel le Seigneur des Anneaux. Est-ce que tu connais la saga des jeux de société Seven Wonders? Ça te parle un petit peu, Kira, ou pas du tout? Tout à fait, oui, on avait fait des parties d'ailleurs il y a fort longtemps sur Seven Wonders. Alors je suis pas fan de jeux de cartes, de deck building. C'est vrai que c'est pas trop ta cam. C'est un peu ça de mémoire. C'est pas trop ma cam, mais Seven Wonders, j'avais beaucoup. C'est les mêmes gars, donc c'est Antoine Boza, Bruno Catella et à l'illustration Vincent Dutré. Donc là, c'est une version duel basée sur le Seigneur des Anneaux. Ils ont fait donc la maison d'édition qui fait ça, c'est Repos Productions. Ils ont fait aussi Time's Up, qui est très connu. Ils ont fait Little Tavern, que l'on a offert d'ailleurs dans un concours de l'année dernière. Oui, c'est vrai. Et donc une chronique de jeux de société, c'est pas évident. Donc ça a vraiment pas vocation à vous apprendre les règles. On va juste aborder le jeu sous le prisme des conditions de victoire. Comment on fait pour gagner le jeu, et on va mettre ça en rapport avec la licence Seigneur des Anneaux. C'est ça qui va être intéressant. Parce que je considère, Kira, et tu peux me dire avant qu'on lance la chronique, que quand on met une licence en avant, il faut que le jeu
transpire cette licence, ou en tout cas ramène à la licence, faut pas que ce soit qu'un skin. Et c'est ça qu'on va voir, tu vois. Vraiment, exactement, faut pas que ce soit un skin comme tu disais, faut que ce soit dans l'ADN du jeu du coup, et que ce crossover entre guillemets soit justifié. Voilà, tout à fait. Donc c'est vraiment ça qu'on va voir, et au travers des conditions de victoire du jeu. Donc petite musique, je vous laisse deviner, je vais mettre une musique des Seigneurs des Anneaux évidemment, et on se retrouve juste après. À la base, le jeu c'est Seven Wonders, parce que la base reste Seven Wonders. On verra pourquoi. Donc dans Seven Wonders, on joue des villes, des peuples mythiques. On joue Seven Wonders. Non, on joue Babylone, on joue Éphèse, on joue Rhodes. Et en fait, à travers les âges, parce qu'il y a des manches qui représentent des âges, et il s'agira de récolter des ressources, enrôler des militaires, construire des bâtiments ou des merveilles, commercer, acquérir des compétences en sciences et en art. C'est un jeu qui est jouable de 3 à 7. Et en fait, chacun fait sa petite partie dans son coin, et à la fin, on compte les points de victoire et on voit qui a gagné. Ça, c'est Seven Wonders de base. Il y a eu une déclinaison duel de Seven Wonders, donc vous voyez, on y vient petit à petit. Et c'est une version, cette fois-ci, plus directe, où il y a de la confrontation entre les deux joueurs, donc duel, où il faut essayer de comprendre, déjouer ce que va essayer de faire l'adversaire, parce qu'on peut gagner grâce au progrès scientifique, à la voie militaire, ou en construisant des merveilles. Donc en fonction de ce dans quoi ton adversaire investit, toi, il faut que tu arrives à le contrer et avoir ta propre stratégie en même temps. Donc ça, c'est la version duel de Seven Wonders, qui est d'ailleurs très très bien, qui fonctionne très bien. Et d'ailleurs, Kira, pour faire un petit parallèle avec le jeu vidéo, Seven Wonders, moi, ça m'a toujours fait beaucoup penser à Age of Empires ou à Civilization. C'est exactement ça, oui. Ouais, c'est un peu dans... Avec des cartes. Ouais, avec des cartes, exactement. Et d'ailleurs, petite fun fact, mais dans Seven Wonders, j'aime bien mettre la musique de Age of Empires en fond, ça colle très très bien. Et donc là, on est sur une version duel, c'est pour ça que j'ai expliqué d'abord ce qu'était Seven Wonders et ce qu'était duel. On est sur la version duel Seigneur des Anneaux. Donc plus de Babylone, Éphèse, Rhodes, on est plutôt le camp du bien et le camp du mal. Donc la communauté de l'anneau ou Sauron. Et donc, c'est à deux que ça se joue, 1 contre 1, et donc il y en a un qui fera le camp de la communauté de l'anneau, un qui fera Sauron. Et donc la première conditions de victoire au jeu, parce qu'encore une fois je décris pas les règles, les conditions de victoire, il n'y a que ça qui va nous intéresser. La première, c'est quand on joue le camp du bien, c'est de détruire l'anneau de pouvoir dans les montagnes du destin, et quand on joue le camp du mal, c'est de rattraper Frodon et Sam grâce à nos Nazgûl. Donc tu vois, déjà première condition de victoire, je coche le côté c'est pas qu'un skin, quoi. On est en plein dans l'ADN. On reprend l'ADN des bouquins et du film, quoi. Ouais, parce que c'est vraiment, s'il y a bien une quête, c'est bien celle-ci, c'est détruire l'anneau, ou au contraire Sauron veut le récupérer. Et comment on fait ça ? Tu disais que c'était un jeu de cartes, et tu as raison, c'est un jeu de cartes, ça n'a pas changé. Et en fait, on va acheter des cartes à chaque tour, et quand on achète des cartes anneaux, en fait, on a une anneau, donc comme l'anneau de pouvoir avec le dessin de l'anneau unique. En fait, on a une petite frise qui est très bien représentée, qui est très jolie, où on fait avancer notre Frodon et notre Sam vers la montagne du destin. Et à contrario, quand on est le méchant, on fait avancer notre Nazgûl vers Frodon et Sam. Donc ça fait une petite course-poursuite très sympa, en plus jolie, le matériel est très beau. Et ça, je trouve ça génial, encore une fois, ça s'est matérialisé, c'est un enjeu très fort du film et du livre qui est matérialisé dans notre jeu de société. Donc, très bon point. Ça fait partie intégrante des règles, quoi. Complètement. Et encore une fois, même des conditions de victoire, c'est la plus simple à acquérir, c'est celle qu'on va souvent jouer, et ça rappelle forcément le feeling du film et du livre, et ça, moi, j'adore. La deuxième condition de victoire, le Seigneur des Anneaux, c'est aussi de la grosse bataille, quand même. Il y a beaucoup de grosses batailles car dans le Seigneur des Anneaux, je pense que je ne te l'apprends pas. C'est une conquête de territoire. Parce que sur le terrain, on a notre petite frise avec notre Frodon, notre Sam et notre Nazgûl, tout ça. Mais on a aussi une petite map des terres du milieu où il y a 7 lieux, donc le Rohan, le Gondor, le Mordor, et en fait si on achète des cartes militaires, cette fois-ci on va pouvoir positionner des soldats sur cette carte, et le premier joueur qui
qui occupe les 7 régions de la map a gagné. Donc tu vois, autre condition de victoire. Et qui est là aussi, enfin pour moi, le Seigneur des Anneaux, c'est... ça rappelle le Seigneur des Anneaux, oui. Moi, mon préféré, c'est le film 2, même le 2e livre, avec la bataille du gouffre de Helm. Voilà, on sait à quel point les batailles sont importantes et clinquantes dans le Seigneur des Anneaux. Et donc, il y a cette condition de victoire aussi, qui est parfaitement pour moi dans le lore, et qui est aussi visuellement sympa, parce que tu as ta petite carte de la Terre du Milieu, tu as tes petits soldats qui sont des vrais petits soldats que tu vas positionner sur la carte et tout, en bois, enfin vraiment très bien fait. Ah, ils ont mis des petits personnages. Ouais, ils ont mis des petits personnages, t'as des petites tours cool. aussi. Moi j'aime bien des figurines. Ouais, enfin bref, c'est minimaliste, hein, mais ça a le mérite d'être là. Tu vois, c'est pas des petits pions. J'aime bien tripoter des trucs. Ouais, ça te regarde, Kira. Mais tu vois, c'est pas des petits pions plats, ronds, comme on a peu des jetons, quoi. C'est vraiment des petits soldats, et ça rajoute encore une fois quelque chose d'assez visuel et assez sympa. Et la 3e condition de victoire, c'est de rallier tous les peuples de la Terre du Milieu, parce que il y a aussi ce jeu de pouvoir dans le Seigneur des Anneaux, et donc il y a 6 peuples, il y a les hommes, les nains, les elfes, les hobbits, donc ça fait 4. Donc dans les premiers âges du jeu, on peut recruter ces 4 peuples, et à la toute fin du jeu, on peut recruter aussi les ents et les sorciers. Donc pareil, représentés à travers des cartes qui ont été dessinées spécialement pour le jeu. Pareil, c'est pas du copier-coller du film ou de livres ou d'artwork qu'on a vu ailleurs, c'est le fameux Vincent que je citais au début qui a vraiment dessiné les cartes, et c'est très joli, avec inspiration le film, on reconnaît Sylvebarbe du film, Saruman, etc. Et puis ça respecte le lore au final, avec les différents âges. Ça respecte le lore avec les âges, ça respecte le lore aussi avec l'importance des peuples et de rallier les peuples, et on sait que la cohésion des peuples, c'est ce qui fait tomber Sauron ou pas. Donc là aussi, les conditions de victoire qui rappellent le lore. Et donc, toute la stratégie du jeu, je décris pas les règles, mais toute la stratégie du jeu va être d'acheter les bonnes cartes pour remplir une de ces 3 conditions de victoire, et surtout acheter les cartes qui seraient utiles à l'autre pour que lui-même ne remplisse pas ces conditions de victoire. Et en fait, Duel Seigneur des Anneaux, c'est ça. C'est réussir à nous remplir nos propres objectifs tout en sabotant l'adversaire pour pas que lui y parvienne. Et c'est savoureux, Kira. Franchement, c'est bien. Il y a une très forte rejouabilité à ça. C'est drôle, c'est addictif. Une partie dure 20 minutes à tout casser. Mais c'est chouette. Franchement, ça marche très bien. Et pourquoi j'ai mis le sens de ma chronique sous les conditions de victoire? Parce que on l'a vu ensemble. À chaque fois, les conditions de victoire rappellent le Seigneur des Anneaux, rappelle les moments forts des livres ou du film, enfin des films ou des livres, et ça, on peut le dire, ce n'est pas qu'un skin, c'est vraiment le jeu qui a été entièrement adapté à la licence Seigneur des Anneaux. Et pour moi, c'est le point le plus important. Ouais, ils ont vraiment développé le jeu autour de la licence, et c'est pas la licence vraiment qu'ils ont adapté au jeu, en fait, c'est plus dans l'autre sens qu'ils ont fait. Carrément, et en plus en ayant la présence d'esprit de garder l'ADN de ce qu'est Seven Wonders, garder l'ADN de ce qu'est leur version duel, et ils l'ont réussi à le transformer pour quelque chose de très différent. Du coup, c'est des jeux qui se ressemblent pas du tout. On peut jouer à du duel normal ou du duel Seigneur des Anneaux. Ça a rien à voir. Mais ils ont réussi ce tour de force. Ouais, c'est très bien. Franchement, c'est super bien fichu. Donc, ce n'est pas qu'un skin, c'est une belle adaptation de la saga en jeu de société. Encore une fois, les belles illustrations, je le remets en avant. Mais ça fait plaisir. Tu vois, on se sent respecté aussi quand le dessin des cartes a été fait spécialement pour le jeu et pas tu vois, des captures d'écran du film ou je ne sais quel truc. Ouais, ça, pour moi, il n'y a rien de pire en termes de sortie d'immersion, tu vois. Sachant que le Vincent Dutré avait fait d'autres, il est coutumier du fait, en termes de je rigole pour ce que je veux dire après. En termes d'illustration de jeu, il avait fait aussi dessiner le jeu Raptor. Est-ce que tu te rappelles du jeu Raptor? On y avait joué ensemble. Oui, carrément, qui était très cool d'ailleurs. Ouais, et il y avait un verre de Porto qui avait fini sur le jeu Raptor. Je sais pas si tu te souviens de cette anecdote. C'est vrai, je me souviens aussi, ouais. C'était pas moi. Non, c'était pas toi. En tout cas, je sais que je suis maladroit, mais c'était pas moi. Non, c'était pas toi. Et en plus, on ne boit pas de Porto. Et en plus, moi, pardon, du melon. Moi, j'aime bien dans le melon. Oh, non, c'est vrai. Il y a longtemps que j'ai pas bu de Porto, mais ouais, je bois pas trop d'alcool, moi. Moi non plus. Toi non plus, d'ailleurs. Non, nous sommes des gens sages. Alors, est-ce qu'il y a des... on est marrant, quand même, non. 2 petits bémols au jeu, quand même. Il y a 2 bémols, Kira. Il y a 2 bémols. On joue... Enfin, il y a un bémol qui vient d'une très bonne idée. C'est qu'on joue le camp
du bien, donc Frodon, enfin la communauté de l'anneau et Sauron. Je trouve que quand même, donc t'inverses à chaque partie, tu inverses les rôles et tout, mais fondamentalement, le gameplay est le même. Le gameplay est à peu près le même. Il n'y a pas de conditions. J'ai cité les 3 conditions de victoire. Elles sont identiques quand l'on joue les 2 camps, à part pour la première, on détruit l'anneau, on rattrape Frodon et Sam. Donc j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de particularité en fonction du camp que l'on joue. Après, c'est pas facile pour des questions d'équilibrage, j'en ai parfaitement conscience, mais j'aurais aimé ça. Et deuxième point, il faut de la place. C'est un jeu qui est plutôt bon marché, il est à moins de 30 €, donc c'est pas un jeu cher, donc vous pouvez vous lancer. Franchement, c'est un très bon point du jeu. Il y a beaucoup de matériel, donc trop cool. Enfin, tout ça, c'est que des avantages. Carrément. Mais par contre, il faut de la place. Il faut vraiment se le dire. En plus, ça prend de la place en hauteur. Donc, c'est pas le jeu que vous allez jouer dans la tente en safari, quoi. C'est le jeu de voyage, mais voyage à l'hôtel. C'est exactement ça. Moi, je l'avais emmené au ski. Du coup, tu te doutes, c'est comme ça que j'ai rentabilisé mon temps libre au ski avec le jeu de société et en écrivant cette chronique. On est toujours en train d'optimiser. Big up à mon adversaire d'ailleurs qui s'est retrouvé coriace. Et c'est un avantage aussi. J'ai joué avec une personne qui était non-joueur de jeux de société. Elle a réussi à s'appréhender les mécaniques, à voler quelques victoires, même si je l'ai laissé gagner dans les faits. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, que c'était très facile. Ouais, voilà. Tu vois, c'est accessible à tous et ça, c'est bien. Bref. Donc tes victoires étaient très faciles. Mes victoires étaient... Non, arrête, balance pas, Kira, ça se fait pas. Ça, je te l'avais dit en off. Genre des soucis, moi. Alors, en conclusion. Bon, vous avez entendu mon enthousiasme. Déjà, en plus, je l'ai dit, jeu pas cher, mais moi, c'est encore moins cher parce qu'on me l'a offert. Donc, merci à la personne qui me l'a offert. C'est encore mieux quand c'est comme ça. Donc, jeu très malin, addictif, accessible au plus grand nombre, je l'ai dit. On est dans une version Duel 7 Wonders, mais qui est totalement refondue et adaptée à la licence Seigneur des Anneaux. Et ça, on sait que c'est un point fort, c'est quelque chose d'important pour nous deux. Les différentes façons de gagner qui renvoient avec les enjeux du film et tout, je l'ai dit, c'est très cool. Donc vraiment, foncez. Un cadeau idéal si vous connaissez des fans du Seigneur des Anneaux. Un cadeau plutôt bon marché. Attention, 30 €, ça reste une belle somme, mais c'est quand même, j'ai des jeux de société qui valent parfois maintenant c'est plus de 100 €, etc. Ils valorisent qu'il y a des figurines. Ouais, voilà. Par exemple. Mais ils valorisent le joueur parce que tu vois, il t'a mis plein de la petite map de la Terre du Milieu que j'ai citée, elle est toute petite, c'est un petit carton, d'accord, mais elle est là. La frise, elle est très bien dessinée, elle est très jolie, elle est là, tu vois. Les petits personnages, comme je disais. Enfin, ils ont apporté du soin. Ils respectent vraiment le consommateur là-dessus. Donc très bonne pioche. Très bonne pioche. Petit jeu de mots pour les jeux de société. Je vous le conseille. C'était même pas voulu, tu vois. Oh là là, trop fort. Mais en tout cas, je vous le conseille. Vraiment très bon jeu. Et Kira, je te le ferai tester, promis. Ouais, carrément. Il y a pas de souci. Donc disponible partout, tu dis pour une 30aine €. Disponible partout pour une 30aine d'euros. Partout. Ouais, partout. Je vais faire une blague, dispo sauf sur Switch, mais forcément. Ouais. Mais oui, dispo partout. Bien que ça tournerait, je pense, sur Switch. Ah, peut-être. C'est un des seuls jeux qui tournent maintenant. Bon, ça ramerait quand même un peu, sinon c'est pas un jeu Switch. La pauvre. Ah, on est méchant. La Switch jeu arrive, c'est pour ça. Alors qu'on l'adore en plus, la Switch, attention. Oui, c'est clair. Moi, je joue avec tous les jours. Est-ce que du coup t'as des petits big up à faire avant de conclure cette émission? Tu as remarqué que je t'ai envoyé beaucoup de big up cette semaine parce que je rattrapais la boîte mail en retard, tout ça, machin. Donc on a Guy les bons conduits, donc très drôle pseudo, j'ai rigolé quand je l'ai eu. Voilà, c'est le frère de Guy les bons tuyaux. Ouais, écoute, je ne sais pas, on lui demandera, mais en tout cas, meilleure émission de jeux vidéo et de pop culture selon lui, c'est pas nous, c'est lui, mais merci beaucoup. Siranzen, son podcast incontournable, et il trouve qu'il y a une alchimie incroyable, mêlant passion, expertise et une petite pointe d'humour, donc ça c'est plus moi que Kira, mais pas de problème, merci. Moi je fais des blagues de beauf. Ouais, voilà, exactement. Moi c'est subtil, c'est raffiné. Non, je plaisante. Ensuite, on a Aurélie Bulle sur le formulaire qui est tombée sur nous par hasard et elle rattrape tous nos épisodes sur le trajet vers le boulot. Donc, merci et fais attention à toi sur le trajet. Il y a Silver Yuki qui a mis 5 étoiles. Podcast de qualité et de passionnés pour des passionnés. Et ça, on peut pas nous l'enlever, je crois. On parle toujours avec passion. Evan qui nous a mis 5 étoiles. Pour nous soutenir, et il a compris que c'était la meilleure façon de nous soutenir. Et enfin, merci, Skir sur le formulaire qui a envie de jouer à la Switch 2 maintenant, voilà, grâce à nous. C'est très bien, c'est ce qu'il faut, donc on te conseille de la prendre Day One aussi. On n'est pas sponsorisé par Nintendo, mais je pense que ça va être un banger. On n'est pas sponsorisé du tout d'ailleurs, et si vous voulez nous sponsoriser, pas vous personnellement, mais si vous connaissez une entreprise qui veut nous sponsoriser, on prend, voilà.
Ça racole aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, on prend tout, même sponsor charcuterie, y a pas de problème. Et ça pourrait être très très drôle quand même. Fleurimichon du pays présente la taverne du gamer, ça collerait. Ah, les rillettes du Sud-Ouest ou le foie gras du Sud. Oh ouais, c'est pas mal. Et Cochonou. Oh, j'adorerais qu'on soit sponsorisé par Cochonou, franchement. Ouais, ça serait vraiment cool. Ça serait un peu drôle. Surtout Pastis 51. Surtout si on a des petits saucissons offerts en même temps chacun. Ah. On va finir obèse. Je passe tout mon temps à la salle de sport, c'est pas pour... Bon, écoutez, si vous travaillez chez Cochonou, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si des preneurs. Eh ben merci à tous pour ces adorables big up. Je te laisse le mot de la fin. Moi de mon côté, je vous souhaite une excellente semaine. Profitez bien. Et vas-y, je te laisse conclure. J'ai une question existentielle pour toi, Kira. En conclusion, que vas-tu faire la semaine prochaine ? À la taverne du gamer, je parle pas dans ta vie. Enfin, tu fais ce que tu veux de tes journées, mais dans la taverne du gamer. Alors, théoriquement, de mémoire, ça doit être Squid Game 2 que je devais. C'est vrai que nous avons un planning maintenant, nous. Hors sujet, voilà, nous avons un planning maintenant. Figurez-vous. Je crois que c'était ça. Oui, de mémoire, je pense que c'est Squid Game 2 tu as mis qui arrive. Squid Game tout à... Ah non, tu as mis autre chose, tu as mis City Hunter Angel Dust. Ah oui, c'est vrai. J'ai City Hunter Angel Dust. En fait, j'ai dû décaler Squid Game, je pense, parce que j'en ai même pas parlé au début. C'est le dernier film Nicky Larson animé qui est sorti et que j'ai regardé il y a 3-4 jours. Donc vous voyez l'intérêt du planning en tout cas en direct. Voilà. Et je me suis dit ça serait cool d'en parler et en plus j'ai commencé à l'écrire, donc tu vois, j'ai changé dans le planning et j'ai oublié. Donc la semaine prochaine on parlera City Hunter. Et moi ce sera Opération Tango, je vous en parle souvent, un gros coup de cœur, un jeu pas cher et tout, donc voilà, la taverne de gamer c'est aussi des bons tuyaux comme ça, comme Huggy les bons tuyaux. Et sur ce, je te l'ai volé d'ailleurs, hein, mais c'est devenu notre conclusion officielle, donc jouez bien à The Thing Remaster, regardez des films, qu'est-ce qu'on peut conseiller là comme film qui ira vite fait à la volée? Seigneur des Anneaux. Les films The Thing, Le Seigneur des Anneaux, bien sûr. Tous les films de Carpenter en général jusqu'à Los Angeles 2013. Après, au-delà, non, c'est plus la peine. Sauf si vous êtes un peu sadomaso, mais éventuellement. Après, tous les goûts sont dans la nature. Hein. Il y en a peut-être. Voilà. Vous êtes nombreux à nous écouter. Dans le lot, il y en a qui. Je suis désolé. Pourquoi pas. Je prends un peu de l'avance. Vous pouvez regarder le dernier City Hunter. Lisez des livres. Et d'ailleurs, je parle bientôt d'un roman. On peut lire City Hunter en manga, tout à fait. Il y a une très belle Perfect Edition que j'ai. Écoutez de la musique, si vous le souhaitez. Et enfin, prenez soin de vous, surtout. C'est le plus important. Et on se dit à la semaine prochaine, Kira. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.